d'abord, on vous salue, vous. On salue les spectateurs. Je me concentre parce qu'on a tellement bavardé et discuté avant cette émission que, bonjour, chers auditeurs, chers téléspectateurs, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, une autre édition aussi sublime que les précédentes à Contretemps sur la chaîne Zitata. Bonjour Daniel. Bonjour. Ça va très bien? Oui, Vous, avec bientôt une semaine foisonnante. Il y avait des multiplications de colloques, de conférences, de concerts. Non, vraiment. Très bien. Et tu as eu le temps de cuisiner un petit peu, de nettoyer la maison? Enfin, tu veux que tout le monde sache que je ne sais pas cuisiner. Bon, mais je ne sais pas cuisiner. Emmanuel, comment vas-tu? Ça va? Très bien, merci. Bonjour Gérard, bonjour à vous tous. Des activités multiples. Mais voilà, une semaine un peu comme les précédentes, fête de travail, de loisirs, d'activités culturelles. Combien de kilomètres tu as mangé au footing cette semaine? Ce matin, j'ai couru mes 9 kilomètres sur la plage du Diamant. Et combien de fois par semaine? J'essaie de courir 4 fois par semaine à peu près. C'est peut-être ça, ton secret, Christian. Retiens. tu retiens, tu peux le rejoindre, il n'y a pas de problème. 9 km, ça me semble beaucoup. Tu peux faire d'abord 900 mètres et puis après tu montes en puissance. Mais comme on est sur toi alors, comment ça va? Eh bien écoutez, moi je vais vous dire quelque chose qui m'a fait beaucoup plaisir parce que j'ai rencontré Mano Césaire, que je salue d'ailleurs dimanche matin, lundi. Et Mano, la première chose qu'il me dit, je veux te féliciter, je veux vous féliciter pour l'émission Azitata. Alors venant de Mano Césaire, vous comprenez que j'ai enregistré ça de manière positive et je me suis promis de partager avec vous, chers téléspectateurs. On remercie. On a une pensée pour lui parce qu'il a perdu récemment son épouse. Tout à fait, absolument. Et puis on va en parler aussi parce que aussi on va parler de Polo Ozine bientôt. Mais on va en parler d'ores et déjà aujourd'hui et plus tard, en fait. Tout à fait. Et puis je veux dire une autre chose. Du temps où je me suis beaucoup battu pour la musique martiniquaise, de manière un peu même chauvine, si je puis dire, en quelque part. Et donc, je pensais que les défilés de mode devraient avoir de la musique martiniquaise. Et puis, j'ai été comblé aujourd'hui, parce que je vois que sur KMT, il y a des défilés de mode avec des musiciens et aussi avec du ballet. Vous voyez, ce n'est plus les stéréotypes américains sous lesquels on défilait. C'est nous-mêmes dans notre expression musicale. En fait, il n'y a pas de petite victoire en matière culturelle. Oui, tout à fait. Donc, je veux saluer ça et je veux encourager à continuer dans cet esprit. Moi, je vais lancer les débats sur les brèves, en parlant des retraites, au lendemain d'une première journée d'action qui apparemment a été prospère pour les syndicats et réussie. On annonce une nouvelle mobilisation le 31 janvier et également antérieurement, avant ça, une mobilisation autour du 23 janvier, jour de la présentation du projet de loi au Conseil des ministres. Bon, on ne va pas faire de débat sur la retraite, on prendra ça comme sujet la prochaine fois, si vous voulez, pour voir un petit peu, on va décaler le crabe, pour voir un petit peu ce qu'il a dans sa coquille. Vous connaissez Nicolas Maillère-Rossignol? Non. Les enfants, vous avez tous zéro, alors, c'est extraordinaire. Le maître d'école est très fâché. Mais écoutez, c'est l'opposant à Olivier Faure pour être au poste. On est tout à fait excusable. Écoutez, la continuité territoriale, la France, la République, c'est nous, le Parti socialiste. Écoutez, bref. Alors je vous dis, puisque vous ne savez pas, beaucoup d'auditeurs, beaucoup de téléspectateurs certainement, c'est un proche de Laurent Fabius. Qui est Laurent Fabius? Non, je ne vais pas vous faire le depuis 2013, il est président du Conseil régional de Haute-Normandie. Il devient à 36 ans le plus jeune des présidents de région française. Et pourquoi j'en parle? Parce que je l'ai entendu sur une radio de là-bas. Il est brillant. Il est brillant. J'attire votre attention. Daniel, à toi le relais, je te le passe. Oui, je crois qu'il s'agit du communiqué de la Maison-Blanche signalant que Joe Biden, quand il était vice-président, à la fin de sa vice-présidence, a emporté par inadvertance des documents. Alors, et c'est la Maison-Blanche qui communique. Donc, bien entendu, certains médias ont rappelé que Donald Trump était parti quand il était président avec des documents. Alors, il y a quand même une différence entre les deux. D'abord, c'est quelques documents. Et c'est la Maison-Blanche qui communique pour dire qu'on a retrouvé. Donald Trump, il est parti sans rien dire. On lui a fait sommation et c'est 26 cartons. Et ensuite, parce que les documents, c'est des documents confidentiels, alors que Trump, c'est secret défense et top. Et donc, ce n'est pas de même nature.
Et donc, par conséquent, et il y a une enquête quand même qui a été ouverte. Hein. C'est pas comme ça passé sous silence. On a trouvé à nouveau des documents chez Biden, d'autres documents qu'en fait, il n'a pas cherché à les cacher, rien du tout. Et il a estimé, il a répondu à des journalistes qu'il a interrogés hier ou ce matin, que c'est quasiment du vent, quoi. Emmanuel, je vais te faire une introduction. Sur une information que tu vas traiter. 26 633 Martiniquais ont voté pour choisir leur pavillon. Drapeau, pavillon, je vais m'en mêler. Ils avaient le choix entre 2 drapeaux, là j'ai dit drapeaux, issus d'un premier tour. En réalité, 2 drapeaux rouges et noirs. C'est la réalité, graphique. Le premier popularisé par Garcés Malsaï, qui était issu, dit-on, directement des cartons de l'OJAM, des prisonniers de l'OJAM qui, à la prison, voilà, c'est celui qui a été finalement retenu. On y a adjoint un colibri. En disant que le colibri, il y a une polémique déjà que le colibri a été plagié. Il a été plagié. Bref, il aurait. Bon, ça me fait rigoler. Donne-moi ton sentiment sur l'histoire de drapeau. Oui, alors bon, 26 000 Martiniquais qui ont voté dans le deuxième tour, c'est pas rien. C'est quand même, il y a quand même un socle. On peut effectivement revenir, on peut contester, on peut toujours critiquer l'approche, on peut critiquer le bien fondé même de cette démarche, mais malgré tout, des gens ont été sollicités, chacun a la possibilité de présenter son drapeau, et au terme d'un cycle de vote un peu rocambolesque, il faut bien le dire, le premier tour c'était un peu compliqué, on aboutit à un choix qui s'impose à nous. Alors la question c'est, faut-il continuer cette guerre du drapeau qui à mon sens n'a que trop duré? Moi je suis de ceux qui pensent qu'il faut maintenant entériner le choix, le valider et le défendre. Moi, je trouve très légitime que nos régions, nos départements disposent d'un drapeau régional. Ça ne me choque pas, comme c'est le cas dans beaucoup de régions de France. Je n'aurais pas choisi personnellement ces couleurs-là. Enfin, d'ailleurs, je ne les ai pas choisies pour le premier vote. Mais dès lors qu'elles ont été... qu'elles arrivent comme étant le choix majoritaire, je les adopte sans aucune réserve et je fais maintenant ces couleurs miennes de manière très, très simple et très naturelle. Voilà, et j'estime qu'en les choisissant, même s'il y a encore ce fond de polémique, parce que les couleurs rouge, vert, noir, je sais, ça pique les yeux de certains, mais au fond, dès lors qu'elles sont choisies par le plus grand nombre, ce n'est plus le choix d'une fraction de la population. Mais de la population. C'est un drapeau de la population et qui doit embarquer tout le monde. Et la vertu d'un drapeau, c'est de créer l'unité, c'est d'embarquer les gens, c'est de fédérer chacun. Et donc, je pense que ce drapeau doit y parvenir maintenant. En tout cas, il faut se mettre dans la posture de l'accepter, de le prendre. Et je peux même faire un petit retour sur le drapeau bleu-blanc-rouge. Si je vivais en 1789 ou 96, quand le drapeau est sorti et qu'on m'avait demandé de choisir, je serais dans un contexte où, au nom de ce drapeau, on a décapité des milliers de personnes, on a tué des gens, le sang a coulé, enfin, c'était la révolution, c'était le drapeau de la terreur. Je pense que je n'aurais pas choisi les couleurs bleu-blanc-rouge. Aujourd'hui, je m'incline devant ces couleurs, puisqu'elles ont fini par fédérer un peuple autour des valeurs universelles que sont la liberté, la fraternité. On vit avec son temps. D'ailleurs, l'hymne en question a des paroles très fortes. Maman, en parlant de la Martinique, nous besoin Ichli soudé pour sauver la terre, ou encore pour pas nous manger jodia, ou encore en morceau anti-lilette, mais il dit c'est paradis, en morceau de terre qui capotait la vie. C'est très poétique en même temps. Alors, je ne le dis pas avec peut-être la dimension politique qu'il faut. La Natique a crié Martinique, Martinique levée, la victoire c'est pour nous, si nous l'est. Si nous l'est. Tu vois, c'est bien, j'aime ça, cette relativité des choses. Noukadou Badje. Vous savez comment on écrit Noukadou Badje? Ça n'a rien à voir, mais c'est Doubadje. Noukadou Badje. Allez, éplé. D-O-U-B-O-U-T-A, et puis plus loin, G avec J. Bon, alors on continue. Pour nous vancer, les ancêtres, nous montrer, ils étaient vaillants, guerriers, c'est pour ça, nous, ils étaient vaillants, ils étaient guerriers, c'est pour ça, nous, toute qualité. Quelle lutte,
n'est pas obligatoirement dans le sang et dans les chaînes pétées. Enfin, en tous les Oui, cas, mais il y a pas- surtout le mot ensemble. ensemble. Qui est Voilà. au fond, Et c'est quand même ça qui va porter, qui Exactement. porte les valeurs de cette hymne. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin de recréer l'unité dans ce petit territoire qui se fractionne au premier prétexte. Et s'il y a une urgence maintenant, c'est de recoller les morceaux, c'est de se mettre ensemble. Donc le mot ensemble que porte cette hymne me convient tout à fait. Christian, les États-Unis ont octroyé près de 23 milliards d'euros d'aide militaire, matérielle et financière à l'Ukraine en 2022. Et les autres, enfin, deux petits mots là-dessus. Alors, Ouais. Au-delà même des pays qui aident l'Ukraine, il y a des organisations internationales humanitaires. Je pense qu'il faut les citer. Ouais. Il y a l'UNICEF, il y a la Croix-Rouge, il y a le WF, qui est un programme alimentaire mondial. Donc, ce sont des organismes qui mettent en place beaucoup de dispositifs parce qu'on imagine l'Ukraine, c'est des familles qui sont désarticulées, c'est des enfants qui sont délaissés. Si vous voyez, il y a des situations les plus affligeantes concernant effectivement l'aspect humanitaire. Bon, mais en ce qui concerne l'aide des pays, comme tu le dis, les États-Unis sont premiers. Bon, évidemment, on trouve les pays occidentaux. Les États-Unis, aujourd'hui, c'est 48 milliards de dollars qui ont été voilà, alors, Colossal. autant en matériel militaire, mais aussi qu'en aide financière. Voilà. Mais de l'autre côté, alors, dans l'œil de parade un petit peu, il y a les États-Unis, il y a l'Union européenne, il y a le Royaume-Uni, aussi, qui aide beaucoup. Et la France. L'Allemagne, le Canada, attends, la France est assez loin, hein. La Pologne, la Norvège, la France est peut-être en 8e position. Le Japon, l'Italie, la République tchèque. Tout ça, si vous voulez, ce sont des pays qui mettent en place des dispositifs suffisamment costauds pour aider. Alors, il y a un autre aspect qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a un classement qui est fait en regard des PIB des pays. Et on constate effectivement que ce ne sont pas ces pays-là qui aident le plus. Ce n'est pas le pays qui a le PIB le plus élevé Voilà. qui Absolument. À part les Absolument. États-Unis. D'accord. Oui, à Et part les d'ailleurs, États-Unis. on remarque que les pays un peu limitrophes, comme la Lituanie, tout ça, si vous voulez, ils aident beaucoup. Hein. Ouais. La Pologne, Ils sont concernés. ils sont concernés parce que, rappelons qu'ils ont été effectivement dans l'URSS, quelque part. Ils ont été des zones, bien évidemment, très... Donc, ce sont des pays qui, manifestement, engagent beaucoup d'argent en regard de leur PIB pour pouvoir... Alors, il y a aussi un autre élément qui est important, c'est l'accueil des réfugiés. On n'évalue pas, mais il y a des sommes qui sont importantes pour pouvoir assumer, bien évidemment, dans des conditions optimales, l'accueil des réfugiés. Et puis, voilà, alors, en gros, les pays qui soutiennent se sont engagés à verser 110 milliards de dollars à l'Ukraine. Mais au jour d'aujourd'hui, j'avoue qu'on est très inquiet, parce que chaque fois que je regarde les informations, on a l'impression qu'il y a une escalade, quoi. Ça monte en puissance. Ça monte en puissance. Ça monte en Et on se puissance demande en véritablement- armement aussi. Oui, oui. Voilà, livrer Alors, des chars est-ce que lourds, cette logique, si vous voulez, d'armement contre armement paiera? Je ne suis pas sûr. Et vous savez que Dimitri Medvedev, c'est lui, il a dit quand une puissance nucléaire ne peut pas se permettre de perdre la guerre. Et si une puissance nucléaire est en train de perdre la guerre, elle va tout faire pour pouvoir... Voilà, on a n'est-ce compris pas? la suite. Voilà, on a compris. Bon, mais il ne faut pas qu'on soit oiseau de mauvais augure. Non, j'en ai pas, on est très Oui. réaliste. Il y avait un petit texte qui a été publié par un journaliste sur des mots qui ont été prononcés par le ministre délégué à une visite qu'il faisait aussi des théâtres et au bureau surtout du Au théâtre Aimé Césaire. théâtre Aimé Césaire. C'est plus aussi le théâtre Aimé Césaire. Tout le bas c'est Aimé Césaire. À la rue Aimé Césaire, dans l'immeuble d'Aimé Césaire, au carrefour Aimé Césaire. Ça suffit de À ce l'immeuble- persiflage. Alors, mon commandant en chef m'a demandé de lire le texte. Si tu veux, ou tu peux le commenter. Tu peux. Ouais. Non, je ne vais pas le commenter, d'ailleurs, ce serait intéressant qu'on puisse le dire un peu. Alors, le ministre Karenko qui dit « Le sujet, c'est la culture et l'outre-mer, la culture et la Martinique. Donc, c'est un feu d'artifice. On doit tous l'apporter parce que la culture, c'est la vie. » C'est bien vrai. Oui. On est, comme je le dis, sur un petit grain de sable, sur un truc qui fait des milliards et des milliards d'années-lumière. Et en plus, on se dispute nos différences, et pour ne pas se disputer, le seul sujet, c'est la culture. La culture qui vous dit qu'on est daltonien de race ou de religion, la culture qui vous dit que c'est ensemble qu'on construit le monde, la culture qui vous dit « bouge-toi et l'avenir t'appartient ». Césaire est de cette engeance-là. On pense à René Char. Mais pour rester aux Antilles, on pense à Héboué, Monerville, Maryse Condé, Schwarzbard. Ouais. Voilà, donc ça c'est la déclaration. Petite parenthèse, je voudrais quand même, je suis allé quand même vous chercher un peu René Char, et je vous livre quelques expressions de René Char. L'essentiel est sans cesse
menacée par l'insignifiant. Alors, il y a eu des propos, il faut souffler sur quelques lueurs pour faire de la bonne lumière. Remercie celui qui t'a déçu, il te libère du mal que tu ignorais. Donc, voilà enfin quelques éléments de René Char que je suis allé chercher. Alors, ma réflexion, et la raison pour laquelle j'ai voulu que tu réfléchisses à ça, toi, un homme de culture, de musique et autres, c'est qu'en fait, on nous a envoyé des énarques ou des jeunes femmes qui ont pétri d'ambition comme ministrable, comme ministre possible, qui sont arrivés ici représentant l'État, le gouvernement, et avec visite prioritaire au préfet, visite aux forces établies, à la gendarmerie. Et puis ça n'a pas marché, on avait vu que ça n'allait pas marcher, ça ne peut plus marcher en 2021 avec les Martiniquais. Alors là maintenant, les gouvernants, ils ne sont pas si bêtes que ça, il y a des gens intelligents à Paris, ils ont dit on va envoyer un homme intelligent, qui n'est pas un énorme patenté, même s'il a fait l'ENA, je ne sais pas s'il a fait l'ENA, M. Carinco, qui est un fonctionnaire sympathique, qui tire les manettes de l'affection, de l'intelligence, de la culture, et puis son affaire marche. Voilà. Daniel, est-ce que tu veux nous parler de Floriane Bascou, Miss Univers? Oui, Floriane, qui était... bon, on a été très déçus, mais peut-être que nous avons une pas assez grande connaissance de ce qu'est un concours Miss Univers. Floriane Bascou est indiscutablement très belle, elle sait très bien marcher, il n'y a pas de problème. Sauf que Miss Univers, ce n'est pas qu'un concours de beauté. Et même au niveau de la beauté, toutes les femmes qui sont là sont très belles, puisqu'elles sont toutes arrivées, elles ont toutes gagné dans leur pays. Mais Miss Univers, il y a d'abord l'aspect, il faut voter pour pouvoir permettre à son candidat de franchir une étape. Or, ça veut dire qu'il faut se mobiliser. Or, il faut de reconnaître que la France, donc le comité Miss France, ne s'est pas mobilisé pour que les gens votent pour Floriane Bascou. Donc il y a indiscutablement un manquement de ce côté-là. Même si le comité Miss Martinique en Martinique s'est mobilisé, mais ça ne suffit pas. Donc il n'y a pas eu de... La France n'était pas derrière sa candidate. Ça, c'est le premier. Et puis, d'autre part, il faut dire qu'un concours Miss Univers, c'est pas que la beauté qui est récompensée. Il y a toutes les Miss. Et on voit celle qui a gagné, Miss Amérique, ce sont des femmes qui ont des engagements sociétaux qui sont très très forts. Et ça, c'est une caractéristique aussi de Miss Univers. Et donc, elle a 28 ans, la Miss qui a gagné. Hein, donc, ça veut dire qu'elle a derrière elle un engagement sur plusieurs années. Donc, il faut qu'on tire ses leçons. Mais elle est très belle, notre Miss. Elle est très très belle. Emmanuel, on revient au ministre Carinco, au ministre délégué, il est ministre délégué, Carinco, qui m'intéresse beaucoup, suite à sa visite à Serge Letchimy et ses paroles à propos du chlordécone. Est-ce que tu as retenu ce sujet? Oui, alors il y a une rencontre en effet qui, suite notamment à l'émotion qu'a suscité le non-lieu. Donc il a pris l'avion pour venir. Déjà, c'est une réaction à une émotion forte exprimée localement. Il a fait la tournée des popotes, il a été voir tout le monde, les planteurs, les petits, les gros, les associations, les élus, et effectivement Serge Letchimy, avec qui il y a eu une discussion sur notamment le rappel des engagements de l'État. Il a aussi rappelé que l'État avait reconnu officiellement sa responsabilité dans cette affaire. Et puis maintenant, je crois que l'idée, c'est de se mettre en ordre de marche pour trouver des solutions. Il parle de réparation, de dépollution. Donc on est maintenant dans ce chapitre-là qui s'ouvre. Et voilà. Et donc mais au-delà de cette rencontre, qui j'espère va conforter les différents plans qui sont déjà enclenchés et qu'on arrive enfin à des solutions, parce qu'il y a quand même des sujets sur lesquels on n'a pas fait beaucoup de progrès. Je vais en citer un tout à fait, moi qui personnellement me pose question, je n'arrive pas à comprendre pourquoi, alors que les tests de chlordéconémie sont gratuits, sont ouverts à tous, comment se fait-il qu'en Martinique, 95% des Martiniquais ne se soient pas précipités pour faire le test et comprendre ce qu'il en est précisément dans leur chair. Donc ça, c'est un sujet, et je trouve que les pouvoirs publics ne font pas suffisamment campagne pour convaincre, pour pousser, pour inciter les populations. Parce qu'il faut bien d'abord commencer par soi quand on veut régler un problème. C'est d'abord où j'en suis moi, sachant que pour commencer un processus de réparation individuelle, sachant qu'il y a des solutions oui, mais sanitaires. il y a une avancée parce que maintenant,
sur les habitations, on pourra faire le test. Oui. Il n'y aura pas besoin de venir dans un laboratoire, Oui. sur toutes les plantations. Oui, je pense que le secteur qu'effectivement, des plantations, ils font le job à ce niveau-là, mais c'est un sujet quand même de la population. C'est-à-dire que le chlordécone met dans la rue des milliers de personnes, et il aurait été intéressant que ces mêmes milliers de personnes aillent aussi dans les laboratoires. Je pense que c'est important de mesurer réellement le... Et puis le dernier sujet que... Attention, ça, avant que tu conserves, comme dirait Mano de RCI à l'époque, Tchébé Barolo, Tchébé Lang. Je pense que, en fait, la population, comme en toute matière, s'aligne sous ses dirigeants, sous ses porteurs de parole, que ce soit des alerteurs de conscience, que ce soit des dirigeants officiels. Le paradigme, la posture était d'attaquer, de vociférer. Oui, il faut attaquer, il faut vociférer. Il fallait en même temps beaucoup plus tôt adopter une attitude qui est établie maintenant, comme celle qu'évoquait Daniel, qui est d'aller, par exemple, aller faire les tests sur place, sur on the spot, et pas essayer en contrepartie, en face, de douter, de nier, de faire de la communication douteuse sur l'innocuité, en fait, tu vois, de la molécule. Oui, ça, c'était complètement ridicule. Absolument. Il y avait des chevaliers de l'Apocalypse qui voulaient oxyre tous les propagandistes, ou tous les porteurs du moins de responsabilité du chlordécone, et puis en face il y avait un État, parce que je l'ai vécu, je ne vais pas parler encore de mon expérience, mais j'ai vécu cet aspect un petit peu suspicieux, c'est de dire, oh, vous savez, on n'a pas les chiffres, c'est peut-être pas vrai. Ça prend beaucoup de temps avant de sortir. Mais là, tu mets le doigt sur quelque chose moi, qui me fascine dans cette affaire, c'est la difficulté, parce que le non-lieu a été prononcé par la justice. La justice, jusqu'à preuve du contraire, est indépendante, elle fait son travail sérieusement. Quand même, on peut partir du principe que c'est... mais là, je parle en présence de gens mieux qualifiés que moi, puisque j'ai deux avocats éminents autour de cette table. Mais c'est quand même... la justice fait son travail comme elle peut, bon an, mal an, elle avance. Elle fait, et la grande difficulté de la justice, et là-dessus, je n'ai pas de jugement de valeur, mais c'est de prononcer des décisions en conscience dans un environnement médiatique extrêmement émotionnel, où il y a une certaine justice populaire, médiatique qui se met en face, et c'est complexe de faire émerger la vérité, de faire émerger la décision dans ce brouillard qui est... Et là, je tiens mon chapeau d'une manière générale à la justice qui doit rester sur un cap de vérité, d'analyse des dossiers, etc. C'est complexe. Et c'est la confrontation entre la rigueur d'un côté et puis l'émotion de l'autre. Chacune est légitime, chacune se confronte. Et c'est un vrai sujet, là, pour le coup, de société. Ce que tu dis est certainement vrai. Mais s'il y a effectivement le tamis du juge d'instruction, du parquet, après instruction pour empêcher que n'importe quelle cause ne prospère et ne se trouve devant le tribunal, là, dans cette hypothèse, à mon avis, même s'il était quasi manifeste pour les magistrats, pour les juges à ce stade de l'instruction d'affaires, même s'il y avait effectivement la prescription et un non-lieu à poursuivre, ils auraient dû laisser aller devant le tribunal pour que le tribunal le constate. Enfin, bon, ça c'est un avis personnel. On est quand même tous frustrés, en effet, que la chose n'ait pas été jugée. Et ça, il y a un vrai problème, je trouve, dans cette affaire. Sur mon demi-siècle de carrière, j'ai vu un petit peu de dossiers qui auraient pu être arrêtés très tôt et qui allaient devant le tribunal, occupaient le tribunal, il fallait être là à 8 heures, attendre pour... Bref. Ben écoutez, on va aérer ça avec un petit jingle et passer aux actualités. On sera obligé de rapetisser. Tu parles des tirailleurs rapidement, qui sont dans une situation... OQTF, tu connais? Tu vas nous dire. Obligation de quitter le territoire français. Alors c'est ce qui arrive à, bien évidemment, pas mal de gens qu'on veut expulser, et particulièrement à un certain nombre d'Africains qui, par exemple, puisque le sujet de centre sur ça, qui ont participé au film Les Tirailleurs sénégalais. C'est incroyable. Donc il y a effectivement des gens qui sont en France depuis très longtemps, qui ont fait leur scolarité en France. Qui sont arrivés mineurs. Qui sont arrivés mineurs, absolument, et qui, semble-t-il, peut-être parce qu'ils, je dis peut-être, parce qu'il faut être très modéré très sur cela, parce qu'ils ont fait partie du film, ils ont eu des OQTF, quoi. C'est-à-dire une enveloppe bleu, blanc, rouge, obligation de quitter le territoire français. Alors ça se passe notamment dans les Ardennes,
Charleville-Mézières, tout ça, où il y a une vingtaine de personnes qui ont reçu cette injonction, si je puis dire. Et alors, la préfecture des Ardennes, elle explique que les situations sont instruites en fonction de plusieurs éléments, date d'arrivée sur le territoire, les liens sur le territoire, le parcours d'inclusion, la situation scolaire et professionnelle. Mais la réalité, c'est que tous ceux qui ont reçu cette lettre le vivent avec une grande désolation. Oui. Il y a même une femme, par exemple, qui s'appelle Fatima, elle avait fui la prison en Libye, elle s'est brûlée les jambes quand elle passait la Méditerranée en bateau, et elle pensait enfin avoir abouti presque au paradis. Elle travaillait dans une brasserie et elle a reçu une lettre au QTF. Il y a un autre qui s'appelle Ousmane, qui est arrivé en France, comme tu le disais, très jeune. Mineur. Il a reçu au QTF. Alors donc, c'est vraiment, ça bouleverse un petit peu tous ces gens-là, et à tel point que Fatima Djibala, je vais finir par elle, elle s'est mise à écrire un film, elle disant, j'espère qu'un jour, je ferai un film pour dénoncer toutes ces histoires. Magnifique, voilà. Magnifique, mais triste. Daniel, Covid-19, un rapport confidentiel accable le ministère de la Santé. Tu développes en quelques phrases. Oui, alors c'est un rapport qui a été commandé par Olivier Véran, que l'on voit à l'écran, quand il était ministre de la Santé, sur la gestion du Covid au début, c'est-à-dire la première vague. Oui, donc c'était en 2020. Et ce rapport a été déposé en novembre 2020. Et c'est un rapport après avoir entendu des ministres, l'ARS, des hôpitaux, un certain nombre de personnes. Et ce rapport n'a pas été rendu public, mais il a été communiqué à la Cour de justice. Il faut le savoir, c'est-à-dire que ce n'est pas resté dans un tiroir. C'est ça. Et ce rapport que maintenant qu'on connaît parce qu'il y a un média qui en a parlé, pointe du doigt un certain nombre de manquements du gouvernement à l'époque. Pour résumer, c'est la question du manque de masques, c'est la question au niveau du centre de crise, de la gestion de l'épidémie, où il y avait des directives contradictoires, il y avait un manque d'anticipation, il y avait une imprévision. Ensuite, autre manquement, le rapport considère que s'agissant du maintien des élections municipales en mars 2020, le gouvernement n'aurait pas dû le faire. Et aussi la question de la gestion des EHPAD, où là aussi, il y a eu une certaine cacophonie, contradiction dans les ordres. Donc ce rapport, donc maintenant, il a été rendu public et tout le monde peut en discuter. Alors ce qu'il faut savoir quand même, c'est que Agnès Buzyn, qui était ministre de la Santé à cette époque-là, a été mise en examen par la Cour de justice de la République et qu'elle est mise en examen pour mise en danger d'autrui. Donc le grand public n'a pas connaissance, mais il y a une suite puisqu'il y a eu la Cour de justice s'est saisie. Et puis enfin, pour terminer sur le sujet, il y a un rapport qui est sorti récemment d'un institut connu qui s'appelle l'OWI, et pour savoir au niveau mondial comment s'est faite la gestion. Et il dit, en fait, tout le monde, il y en a qui ont plus ou moins géré, mais dans tous les cas, la réponse n'était pas en adéquation avec l'intensité du problème. En grosso modo, personne n'a bien fait. Donc, 160 000 morts quand même, en passant cette première phase. Oui, tout à fait, oui, tout à fait. Oui. Donc c'est quand même, il faut reconnaître parce que si ça peut servir de leçon pour que ce genre de choses ne se reproduisent pas s'il y a une nouvelle épidémie. Mais le rédacteur de cette étude en doute. Bon, ça c'est un autre débat. L'avenir le dira. Cela dit, on avançait dans l'inconnu. Hein. Ouais. Il faut se remettre à l'époque, il n'y avait pas de référent. On avançait dans un brouillard totalement inconnu, donc forcément, il y a des erreurs qui ont dû être faites. Oui, soyons tolérants. Le 8 janvier, quelques jours après l'investiture de Lula, des milliers de partisans de Jair Bolsonaro ont pris d'assaut le Congrès, la Cour suprême et le palais présidentiel du Brésil, dénonçant une élection truquée, of course. 2 ans après l'attaque du Capitole américain, le 6 janvier, le Capitole aux États-Unis, les troupes de M. Trump, les sympathisants de Trump avaient envahi également le Capitole. Emmanuel, tu développes. Oui, on a vu ces images, qui sont des images qui sont un petit peu effrayantes, et puis qui montrent à quel point des peuples se fracturent. Et là encore, au Brésil, on voit bien 2 blocs qui s'affrontent, de taille à peu près équivalente, les bolsonaristes qui finalement, un peu comme les trumpistes,
contestent les résultats des votes et donc vont manifester. Oui. Donc ça, et puis face à eux, les loulistes, je ne sais pas si on peut utiliser ce terme, les partisans de Lula. Lulalistes. Et donc on a ces deux Brésil qui maintenant sont complètement, se regardent en chien de faïence, avec une difficulté de se réunir. Alors, c'est un vrai sujet de création d'unité. Pourquoi ? Parce que chacun incarne quand même des visions très opposées, et des visions même de la société. Société elle-même. Exactement. Et là, ce qui est intéressant dans le cas brésilien, c'est que la clé de lecture de chaque camp s'appuie encore et toujours sur les représentations des individus en fonction de leur appartenance socio-ethnique. Donc on en revient, c'est encore un sujet de clivage. Et donc il y a deux visions. Il y a celle de Bolsonaro, qu'il appelle d'ailleurs le blind color, le colorblind, qui consiste à dire au fond, les populations ne doivent pas être vues sous l'angle de leurs différences socio-ethniques. Il n'y a qu'une couleur, c'est le Brésil, c'est d'ailleurs ça le slogan de Bolsonaro. Et sur ce prétexte-là, qui est d'une certaine manière compréhensible, je vais y revenir, mais il s'exempte de toute politique publique pour régler les problèmes d'inégalité qu'il y a dans le peuple. Et donc ça crée des situations difficiles et même dramatiques. Et cette vision bolsonariste, qu'on peut comprendre encore une fois, elle n'aurait du sens que si elle était complètement exempte de pensée raciste. Ce qui n'est pas le cas dans ce camp, puisque de nombreux témoignages, de nombreuses sanctions ont été portées aux partisans de Bolsonaro pour des actes de racisme avérés. Donc il y a un sujet manifeste. Donc cette vision colorblind n'a pas de sens si elle s'accompagne de pensées racistes. Et puis de l'autre côté, il y a la vision de Lula, qui est une vision plutôt universaliste, plutôt multiculturelle, qui consiste à dire il faut prendre en compte les différences de chacun en fonction de leur appartenance socio-ethnique pour pouvoir mettre en place des politiques de réajustement, de discrimination positive, pour pouvoir régler les problèmes d'égalité. Absolument. Alors, voilà les deux visions. Alors, moi, ça me fait penser au dialogue que j'ai eu avec Steve Gadet dans Dialogue Improbable, parce que on a vraiment abordé, nous, la vision de la Martinique sous cet angle-là. Ne développe pas trop, parce qu'on va en discuter tout à l'heure. D'accord, bon, très bien. Mais quand même, de dire que ces deux visions sont imparfaites en réalité. Parce que la vision, encore une fois, de Bolsonaro n'a pas de sens quand elle s'accompagne d'une pensée raciste. Et la vision de Lula, moi, là où elle me gêne un peu quand même, c'est qu'elle est utile à très court terme pour pouvoir régler les problèmes de société, mais elle valide un mensonge qui est le mensonge des races. Et je pense que moi, je reste convaincu que le racisme s'appuie sur un véritable mensonge qui est assez récent, qui date de 400 ans, c'est pas si vieux que ça. Oui. Et qu'aujourd'hui, on est tellement dans un système qui a accepté ces grandes différences fondées sur des nuances raciales, qu'on en est prisonnier, et que voilà. Et donc la vision multiculturelle, elle est juste aujourd'hui, mais elle valide quand même un mensonge. Et ça me gêne pour pouvoir sortir par le haut de nos problèmes identitaires. Multiculturel, c'est pas multiracial. Je voudrais partager avec vous une réflexion. Est-ce que ce n'est pas une fragilité des démocraties, justement, quand il y a 50,8, quand 50,4 tu crois, on va se parler. Je dis que quand il n'y a pas une majorité qui sort véritablement, comme aux États-Unis ou comme au Brésil, vous voyez, ça génère ça aussi. Oui. Est-ce que ce n'est pas une fragilité du système dit démocratique? Qu'est-ce que tu prends? Est-ce que tu prends l'autoritarisme? Non, je partage avec vous l'interrogation. Où vas-tu là? Je n'ai pas dit que... Non, mais je partage l'interrogation. Je blague. Oui, mais tu as complètement raison. C'est vrai qu'à un moment donné, il faut accepter le vote majoritaire. On en revient sur ce qu'on disait sur le drapeau tout à l'heure. Il faut arrêter de maintenir des combats dès lors que le peuple a tranché. C'est ça notre fragilité. Quand les différences sont minimes, c'est ça le problème. Il faut accepter. Il faut accepter. Non, mais je comprends. Quand on joue au football, on accepte les règles du football. Sinon, on joue pas au football. Le coût de la vie, le principal problème identifié par un forum que j'ai découvert, le Forum économique mondial,
risque de détourner les gouvernements, investisseurs et entreprises des risques à long terme, à savoir la crise environnementale. C'est un sujet complexe, mais combien important, raison pour laquelle je l'ai confié à Daniel. Oui, alors ce rapport, effectivement, qui s'appelle Global Risk, Oui. qui est là pour identifier les risques qui risquent de se présenter, et ils le font sur 2 périodes, sur 2 ans et sur 10 ans. Donc ceux qui sont à court terme et ceux qui sont à moyen terme. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un rapport qui se base sur des rapports d'experts qui sont nombreux, hein, et qui ont entendu un certain nombre de dirigeants, de responsables politiques. Et donc, leur constat à l'heure actuelle, c'est de dire que ce qui risque de se présenter là, ce sont des problèmes sociétaux et environnementaux. C'est les plus urgents. Et dans les sociétaux, c'est la question du coût de la vie et du surendettement. Et les questions environnementales, sur les 10 ans, elles vont prendre le pas sur les questions sociétales. Et ce qui me paraît le plus intéressant, c'est qu'ils disent qu'à l'heure actuelle, la situation géopolitique, avec les crises, notamment celle de l'Ukraine, vont mettre les gouvernements dans une espèce de porte-à-faux et de grand écart entre les décisions qu'ils adoptent et les politiques qu'ils mettent en œuvre. Un exemple, dans les différentes COP sur le climat dont nous avons parlé à ces émissions, notamment donc les gouvernements prennent des engagements pour réduire de 1,5 degré la température, pour limiter les émissions de gaz à effet de serre et même dans certains cas pour arrêter les énergies comme l'extraction du charbon, puisqu'on sait que c'est une des plus polluantes. L'énergie fossile. Et les énergies fossiles. Quand arrive la guerre en Ukraine, et que ces gouvernements occidentaux qui se rendent compte de leur dépendance à l'égard notamment de la Russie, alors qu'ils ont pris des engagements il n'y a pas longtemps, ils décident, et c'est le cas de l'Allemagne, de réouvrir des mines de charbon, c'est-à-dire que l'engagement qu'on avait pris pour le climat, il est complètement mis à mal par cette décision de rouvrir. Or dit ce rapport, la question climatique est une question essentielle. Et donc, par conséquent, c'est comme si on nous annonçait une catastrophe annoncée, parce qu'ils disent les gouvernements, ils ne peuvent pas faire autrement face à leurs populations qui sont confrontées aux problèmes d'énergie, d'alimentation, etc., de faire ça, mais en même temps, on sait qu'on va aller dans 2 ans, dans 5 ans, à la catastrophe. Et alors, il conclut dans ce rapport à quelque chose qui paraît un peu un vœu pieux. Il dit qu'il faut que les gouvernements se rassemblent pour coopérer et se concertent pour mettre en place des solutions. Comme ils n'arrivent pas à se concerter, à coopérer pour la paix, pour les questions économiques, on voit mal comment ils vont y arriver. Et ils disent aussi une chose, il faut qu'il y ait davantage de relations entre le public et le privé. Et là, c'est peut-être une piste. On se souvient peut-être sur la question du climat, à un moment donné où les États-Unis n'avaient pas voulu, comment dirais-je, accepter un certain nombre de directives, des États fédéraux et des associations et des entreprises, elles avaient signé ces différents accords pour pouvoir arriver à une amélioration sur le climat. Et peut-être qu'on peut arriver, parce que ça fait écho au forum de Davos qui se déroule maintenant, où le forum a reçu une lettre de 200 millionnaires qui disent « taxez-nous plus ». Et donc, peut-être qu'entre certaines sociétés, des associations, des fondations et des personnes privées, il pourrait y avoir cette espèce de connexion pour pouvoir prendre des décisions qui peuvent être favorables à l'humanité. Donc c'est peut-être l'espoir. Une connexion vertueuse. Dis-nous 2 mots sur le fait que la Chine menace de faire main basse sur l'hydrogène vert. Ah, c'est pas moi. On va passer dessus. C'est pas moi. C'est toi, magnifique. C'est pas toi, c'est l'autre. Alors l'hydrogène vert, ce qui est intéressant, c'est que là, on sent bien que les pays du monde, les États-Unis, la Chine en particulier, l'Inde, enfin les grands blocs mondiaux, sont dans une grande guerre sur l'énergie de demain. Ah, oui. C'est le grand sujet. Celui qui maîtrisera l'énergie verte dominera le monde. On a vu déjà que les batteries mobilisent les États au plus haut niveau. L'hydrogène vert, c'est un sujet majeur parce que il faut comprendre que l'hydrogène, c'est la molécule la plus répandue dans le monde, dans l'univers.
Autrement dit, si on arrive, quand on utilise l'hydrogène comme source d'énergie, on utilise une énergie absolument infinie, inépuisable. L'hydrogène, elle existe de manière combinée, c'est-à-dire qu'il faut la décombiner de l'eau par exemple, enlever la molécule d'oxygène pour pouvoir isoler l'hydrogène, et ça passe par des technologies qui font appel à de l'énergie. Donc il faut de l'énergie pour pouvoir fabriquer de l'énergie. Alors il y a deux manières de faire. La première manière, c'est d'utiliser de l'énergie fossile, et là on parle d'hydrogène gris ou d'hydrogène noir, donc une hydrogène qui n'est pas propre. Et la deuxième solution, c'est d'utiliser de l'énergie verte, donc éolien, solaire, etc., pour pouvoir décombiner les molécules et obtenir une hydrogène verte. Le problème, c'est que le volume d'énergie qui doit être mobilisé est souvent supérieur ou égal au volume d'énergie qu'on récupère. Donc, voilà. Et donc l'enjeu, c'est d'être le plus performant possible en matière de mobilisation énergétique pour fabriquer une hydrogène verte. Donc ça, c'est intéressant. Et là-dessus, on fait des progrès considérables. Il y a plein de découvertes qui sortent tous les jours. Les grands États s'y mettent. Et donc, c'est un sujet passionnant parce que l'hydrogène, une fois qu'elle est disponible, elle permettra notamment de régler les problèmes de mobilité de tout ce qui est surtout engins de taille moyenne ou de grande dimension. Les camions, les trains, même les avions. Enfin, voilà un peu le champ de cible de cette énergie. Donc, c'est considérable en termes d'impact environnemental. Alors, la Chine dans tout ça, la Chine. Alors, la Chine, elle fait ses progrès. Là, elle est dans la bataille comme les États-Unis. Donc, chacun avance en mobilisant ses ressources. Mais je n'ai pas trop envie de rester sur la Chine parce que pour moi, c'est un sujet de martiniquais en réalité. Parce que l'hydrogène, moi je fais partie. Et d'ailleurs, il y a des démarches qui existent en Martinique. La SARA a créé sa première pile à hydrogène en 2019, qui alimente déjà 2000 foyers. Il y a le début d'une filière Martinique Hydrogène qui se met en place, qui mobilise des industries locales. Et aujourd'hui, on a quand même la chance de vivre sur un territoire où on peut mobiliser des énergies vertes, le vent, le solaire. Enfin, on est quand même bien disposé par rapport à beaucoup d'autres contrées du monde. Et je ne serais pas étonné qu'on soit capable, à très court terme, de lancer une vraie filière énergétique autour de l'hydrogène. Ça, c'est un vrai projet sur lequel on devrait se mobiliser, je pense, à fond. On devrait mobiliser nos élus, nos industriels. Et il y a une vraie perspective de gagner en autonomie énergétique par l'hydrogène en Martinique. Daniel, on a probablement grignoté, sinon atrophié, phénéologie de notre temps. Mais parle-nous quand même de ton voisin de droite en tant que littérateur, en tant qu'écrivain. Oui, mais tout à fait, c'est avec plaisir. D'autant que, à Tous Créoles, nous avons consacré un café littéraire à l'œuvre d'Emmanuel, puisqu'on peut parler d'œuvres, puisqu'il y en a 5. Il y a 5 productions jusqu'à présent. La première étant Ubuntu. Après, il y a eu Recta Linea, 1 minute. Dialogue improbable et Petit Prince. Alors, ce que je te propose, parce que le temps nous est compté, parlons aujourd'hui d'Ubuntu et puis nous allons égrener au fil des émissions les autres. Oui. Tu es d'accord, Emmanuel? Ah ben, volontiers. Parlons d'Ubuntu. Parlons seulement d'Ubuntu. Oui, d'accord. Alors, Ubuntu, avec comme sous-titre, sinon on veut, « Ce que je suis ». Et alors, on peut, pour ceux qui ne connaissent pas Emmanuel, on pourrait déjà s'étonner de ce que Emmanuel fasse référence à un terme, un concept qui est un concept bantou, donc africain, et qui est une philosophie. Et en fait, quand Emmanuel dit Ubuntu, ce que je suis, il dit je suis le représentant, le descendant, nous sommes tous interdépendants, et je suis, ce que je suis aujourd'hui, c'est le résultat de tous ceux qui m'ont précédé. Et sans exclusion. Parce que dans ceux qui m'ont précédé, il y aura à la fois le chasseur-cueilleur d'Europe, il y aura le taïno, il y aura l'esclave, il y aura le planteur, il y aura le corsaire. Bref, il y a... Oui, tout ça. Quelle ambition. Tout ça. Mais c'est assez extraordinaire qu'Emmanuel puisse dire aujourd'hui, je suis ce que je suis. Donc, par conséquent, je trouve que l'entrée d'Emmanuel en littérature par Ubuntu était à la fois une façon de se présenter, mais à la fois une façon de revendiquer une forme d'humanité
et qui était peut-être pas, on s'y attendait pas. Donc je trouve que c'était une bonne façon. C'est une porte royale et tellement royale que je ne lui donne pas la parole. J'ai zappé le jingle de mes... Ça nous a fait gagner du temps. En faisant un petit jingle pour la musique. Très bien, tu en parles très bien. Christian, la musique, Polo Rosine. Oui, alors je suis investi dans une commémoration des 30 ans de Polo Rosine, parce que ça fait 30 ans qu'il nous a laissés, le 30 janvier 93, si je ne me trompe pas. Et donc, vous savez, Polo, j'ai beaucoup d'émotions parce que j'ai côtoyé Polo, et j'ai à cœur de faire resplendir ce personnage dans tout ce qu'il a apporté à la musique antillaise, à la musique martiniquaise, notamment. Donc, nous organisons effectivement 3 grands rendez-vous. Qui organise? Alors, sous nous, c'est le Comité martiniquais de la musique. Nous avons pris l'initiative. Le Comité martiniquais de la musique. Moi, je veux rendre hommage quand même à quelqu'un qui s'appelle Madame Marie-France Toul, qui est à la bibliothèque territoriale de Près, et c'est elle qui m'a sollicité dans un premier temps. Vous voyez? Et là, nous allons travailler avec elle, bien sûr, mais nous avons programmé 3 rencontres. Le 27, vendredi prochain, au Lamentin, à la médiathèque du Lamentin. Le 2, à l'université. Et le 3 au Robert, à l'Office municipal de la culture. Qu'est-ce que nous faisons? Nous commémorons Polo Rosine, nous rendons hommage à son œuvre en faisant des expositions. Nous avons aussi des témoignages parce que nous avons filmé. Moi, je vais faire un petit clin d'œil à Laurent Viellet qui m'aide beaucoup sur cet aspect. Nous avons filmé Marie-Josée Ali qui parle, nous avons filmé Serge Pognon, nous avons filmé Ronald Tulle. Voilà, nous avons Fanny Ogac, Mano Césaire. Tous ces gens-là vont parler de Polo Rosine, de ce qu'il a apporté à la musique martiniquaise. Et comme on a beaucoup à dire, je propose qu'on écoute déjà un petit son. Oui, oui, avec plaisir. Ça aurait été bien. Cette œuvre s'appelle Ticolibria. C'est une composition de Polo Rosine. Voici Thion Polo, il est né en 1848 au Lamentin. 1948, pardonnez-moi. 1948 au Lamentin. Et il a émigré très vite à Fort-de-France, il habitait à Cité de Briand. Son père lui avait offert un petit harmonica, donc on a rapidement vu son talent. Ouais. Et puis après, il a pris quelques cours. Il profitait de certains moments pour aller à la GEC, la jeunesse étudiante chrétienne, qui était à Fort-de-France. Il a travaillé avec... Là, il a rencontré Alex Bernard, il a rencontré Alain de Vassoine, il a rencontré Georges-Édouard Noël, pianiste également. Il a rencontré Michel Paquette, voilà. Et ils ont commencé à travailler. Vous savez que Polo a été à l'origine de la chorale La Joie de chanter. Hein, parce que sa première formation a décliné en la chorale La Joie de chanter. Il a participé à des groupes, les contestataires, par exemple, avec Henri Guédon. Vous voyez, les contestataires, on voit bien l'époque. Après, il a poursuivi, mais il était un bon élève. Il était un très bon élève, donc après, il a poursuivi à Visiose. On écoute un deuxième morceau, peut-être. Concerto pour la fleur et Concerto, ouais. On va voir ça. Concerto pour la fleur et l'oiseau. Si bon Dieu était tout moi en fait, monter que monter, changer mon petit oiseau. Les souhaits les matins t'es que fini, monter que content ouais tout talent tout moi. Si bon Dieu était tout moi en fait, monter que monter, changer mon petit oiseau. Les souhaits les matins t'es que fini. Moi, t'es que content, ouais, tout talent, tout moins.
Mais m'en savent qui tout ça, c'est seulement un rêve qui ça qu'arrivé. Passe-moi bien désolé, les deux choux passés. Alors, Concerto pour la fin d'oiseau, c'est un titre qui est écrit par Marius Cultier. Mais ce que j'ai voulu montrer là, c'est les arrangements que Polo a fait. A fait là-dessus. Vous voyez l'approche en violon. Alors Polo avait aussi cette qualité extraordinaire qu'il écrivait de la musique comme on parle, quoi, comme on écrit de la littérature, comme toi tu écris, avec une facilité. Et Polo faisait les arrangements pour tous les musiciens. Ouais. Quand il proposait les violons, donc il y avait les parties de chaque. Il était cadre de préfecture, rappelons qu'il était directeur du bureau de la légalité à la préfecture, mais il avait une énergie musicale extraordinaire. Il avait voulu être musicien, il aurait peut-être voulu être musicien professionnel, mais ses parents étaient très exigeants sur la nécessité de continuer l'école et de faire son droit. Voilà. Et donc, on écoute notre troisième titre. La philo. Ah, la philo, c'est un titre général. Générique, absolument. Ça, Yo, non, non, le swing nous appartient là, ok? Et bah! Yon des citrons gardés, écrivez-moi. Papier à lettre, rendez-moi la réponse. Super clocher qui a caché l'amitié. Voilà bouton de rose qui a dit deux mots d'amour, la philo. À deux petits philo, mon Dieu. La philo. Si philo. On était assis à souvent la savane. Ma regardé assis au bord. En petit étoile briller au firmament. C'était bien l'homme au moins qui gagnait éclairé moins au philo. Polo a intégré la musique classique, il a intégré la musique latine, il a intégré le jazz, il a intégré son patrimoine. Donc il était d'une diversité, d'un éclectisme extraordinaire. Ouais. Polo, alors rapidement comme ça, il a été vice-président de la commission de la SACEM, puisqu'on avait une commission à la SACEM. Il a été le premier récipiendaire des prix de la SACEM que j'ai organisé. C'est la première personne à qui on a remis un prix, c'est Polo Rosine pour Jouvet. Il le méritait. Jouvet, voilà. Il a bien évidemment travaillé avec Mano Césaire, que vous connaissez bien. Polo a écrit La Casa Lucie, il a écrit Jouvet, il a écrit Jean Moin, il a écrit Apartheid, il a écrit Le Vieux Couple, il a écrit Flébocaille. Je t'arrête, on écoute Antoinise, un chef-d'œuvre, un concerto merveilleux. Laissez-moi dire, là où t'es bon matin ou patia, midi connaît ou qu'à rentrer, ça fait pendant toute matinée, qui nous joigne à sous, chiméon, c'est pas la peine nous mentir Antoinise, moi qui est toujours arrivé à ça, la ni check tant moins rue matché pour changer pas même mon ou toujours pas caoutchouc.
Tout le monde tu as un silence, tout le monde dansait. Donc la technique a interrompu notre show sur chaise, notre dancing sur chaise. Écoutez, bon, je pense que c'est une bonne façon de terminer. Je t'ai un peu coupé tes ergots. Oui. La semaine prochaine, on parle encore. Au Lamentin, médiathèque. Le 2 à l'université et le 3 à l'Office culturel du Robert. Bon, enfin, on va parler de Paul-Rosine, exposition, diaporama, témoignages, prestations, voilà, Gilles Rosine, Ronald Tulle. Merci monsieur, merci monsieur. Un grand merci à la technique tout d'abord, à Flore Filias, à Max Monrose. La technique, bon, c'est Giovanni, David, Mehdi. Merci beaucoup. À vous aussi. Marthe aussi, j'oublie chaque fois Marthe qui nous rend beau, l'esthéticienne, Daniel, Emmanuel, Christian. À la semaine prochaine où nous aurons pour nous accompagner Monsieur Eddie Marajo. J'adore ça parce que comme ça tout le monde viendra. Au revoir.